alors, par pur des hasards, en fait, je suis David et j'étais aussi un ancien, j'étais un ancien de Microsoft. Donc, c'est pas une journée Microsoft, mais c'est vrai que j'ai passé 8 ans de ma vie en fait chez Microsoft pour créer en fait une structure en 2010. Je vais essayer de parler plus fort, excusez-moi. Pour créer une structure en 2010, en octobre 2010, qui s'appelle Sensorit, dont l'objectif est d'adresser ce qu'on appelle nous les interfaces digitales disruptives. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le côté disruptive? C'est vraiment de changer radicalement la manière d'interagir. Donc, en gros, les sujets qui nous intéressent chez Sensorit, ce sont toutes les interactions pour lesquelles on n'utilise pas la souris ni le clavier. Donc, on voit l'émergence du touch, qui effectivement est très courant maintenant. C'est-à-dire que si on vous affiche une photo sur une vitrine d'un magasin, naturellement, en fait, vous allez toucher la photo, voire essayer de l'agrandir. Et éventuellement, si la photo ne réagit pas au toucher, au contact, vous allez dire que ça ne marche pas. Il y a 5 ans, on aurait fait exactement la même chose, on n'aurait pas eu l'idée de toucher la photo. Donc en fait, il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des habitudes en fait qui changent, et c'est dans cette mouvance en fait qu'on a créé cette société pour adresser justement ces nouveaux usages et ces nouvelles façons d'interagir. Alors ce qui nous intéresse nous, c'est principalement ce qu'on va appeler en fait l'informatique invisible, c'est-à-dire rendre finalement l'informatique invisible à tous les utilisateurs. Alors ça veut dire 2 choses pour nous. C'est à la fois le côté contextuel, c'est-à-dire que l'informatique doit être contextuelle, et l'informatique doit être banalisée, c'est-à-dire que les interactions, l'affichage ou l'interaction qu'on a doit se faire de la manière la plus simple possible. Alors je vais vous donner un exemple. Si un système est capable de savoir ce que vous faites et qu'il vous propose des options, ça sera d'autant plus facile de l'utiliser que d'aller chercher dans des options, en fait, dans les propositions en fait, d'un logiciel. Donc si on vous pousse en fait, dans l'information, si on connaît votre contexte, ça devient plus simple. Si maintenant cette proposition se fait sur n'importe quelle surface, que ce soit une table, que ce soit un mur, que ce soit le sol, finalement, on vous adresse là où vous êtes par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans le contexte dans lequel vous vous trouvez. Donc tout deviendra plus simple. Donc voilà en gros ce qui nous motive et ce qu'on met derrière le côté d'interaction digitale disruptive. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous parler un petit peu de finalement l'innovation et puis l'amusement. Donc j'ai un peu orienté finalement une présentation qui dure beaucoup plus longtemps sur cet axe. Et je vais commencer par juste faire un petit rappel sur innover. C'est très succinct, mais l'innovation, on pourrait la définir en fait avec différentes définitions plus ou moins longues, mais c'est vrai que l'innover, c'est introduire quelque chose de nouveau dans un domaine. Donc finalement, peut-être utiliser quelque chose qui n'a jamais été utilisé dans un domaine, sans parler d'innovation technologique. L'innovation peut prendre plusieurs formes. Je vais vous donner un exemple. Il y a certaines banques, le Wi-Fi est une innovation, parce qu'ils sont tous câblés et ils n'ont pas la mobilité au sein même de l'entreprise. Donc l'innovation, en fait, peut prendre différentes formes dès lors qu'on apporte une nouveauté dans le domaine dans lequel on est. C'est la définition que communément nous avons ici dans cette instance. La question d'innovation est exactement comme vous la définissez, avec une notion tout soit importante, c'est qu'elle doit être couronnée de succès. Il doit y avoir un marché derrière. Ce n'est pas simplement quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau qui a effectivement, à notre sens de la définition d'innovation, recueillir un succès sur un marché et une réception. C'est une bonne précision. C'est vrai que je sous-entends le succès parce qu'il n'y a pas acceptation. Absolument. L'innovation, en fait, n'apportera rien. J'ai souvent entendu dire de certaines personnes, je m'amuse de tout ou je m'amuse de rien. Et finalement, je retrouve cette même notion d'innovation qui finalement a un sens que si effectivement on y apporte un intérêt. Donc typiquement, moi lorsque je regarde certaines interfaces qui sont bien faites et dont le design en fait est bien conçu et attrayant, il m'arrive en fait de passer du temps à juste manipuler l'interface et puis finalement m'amuser d'une certaine façon. Donc voilà, deuxième définition qui était un danger finalement ce jour-là, au deuxième slide. Bon, du coup, je vais en fait rentrer dans finalement en fait le domaine de l'interaction numérique. Je vais commencer par les écrans. En fait, beaucoup de choses en fait, sont apparues du plus petit écran. Je vous ai mis ici en fait, un petit écran qui est la taille d'une pièce, qui est pourtant en VGA, jusqu'au plus grand écran. Je crois que Panasonic en fait, a sorti un 150 pouces, mais je crois qu'on est arrivé à 180 pouces maintenant avec le Samsung. Donc on voit qu'effectivement, on va couvrir du plus petit au plus grand. On voit des écrans transparents apparaître. Samsung vient de démontrer dernièrement au CES la capacité d'avoir des écrans, lorsque l'écran est éteint, de pouvoir voir au travers. Donc finalement, d'autres concepts vont certainement arriver, notamment la superposition d'informations avec ce qu'on voit réellement au travers de l'écran. C'est des choses en fait nouvelles qui arrivent. Et puis on parle beaucoup de 3D. La 3D, ça fait depuis longtemps qu'on en parle, ça fait depuis longtemps qu'on pense qu'elle est accessible à tous. Elle va devenir au travers de la télé, mais aujourd'hui, ne serait-ce que des portables sont capables effectivement de faire un rendu 3D. Donc en fait, beaucoup de progrès ont eu lieu, en tout cas, ne serait-ce que l'interface qu'on voit la plus souvent, en fait, l'écran sur lequel on va interagir.
L'interaction, par contre, elle a commencé par une simple télécommande. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en utilise une. Et finalement, beaucoup de choses ont évolué derrière cette télécommande. On se diversifie par rapport à ce qu'on voit. Par contre, la télécommande, l'élément en lui-même, n'est plus très adapté par rapport à ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que vous avez tellement de contenu aujourd'hui que la simple télécommande ne suffit pas, ne serait-ce que de parcourir toutes les chaînes. Donc on rentre directement maintenant dans une interaction avec une interface qui permet de faire éventuellement de la recherche pour être plus efficace. Et pourtant, les périphériques, en fait, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que si on prend juste en fait, le domaine de l'informatique PC, une connotation PC en général, on s'aperçoit qu'il existe beaucoup de choses, entre la tablette, le stylet, les micros, les écouteurs, voilà, beaucoup de choses existent. Et on n'est pas voilà, sous-alimenté, entre guillemets, de périphériques. Si maintenant on s'adresse au jeu, bah finalement, ce qu'on connaît le plus, c'est la manette. La manette est toujours avec cette métaphore de bouton sur une manette. Et du coup, le symbole de l'amusement, en tout cas dans le digital, souvent on l'associe à une console. Donc que ce soit une console portable ou une console en fait associée à cette télévision, voilà, c'est directement ce qu'on pense console, on pense jouer et finalement on s'amuse. Et les consoles ont beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on joue partout, c'est-à-dire que n'importe quel écran que vous avez entre les mains, on a la possibilité de jouer. Alors soit c'est une console qui est dédiée, soit c'est un téléphone qui vous sert à téléphoner, mais qui de temps en temps vous permettra de jouer. Et finalement on s'aperçoit que tout écran interactif aujourd'hui est capable d'apporter un jeu, parce que la puissance qu'on a aujourd'hui est suffisante en fait pour faire tourner certains jeux dans tous ces types de périphériques. Et du coup, ça m'aime à dire que finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation, dans le sens, il n'y a pas beaucoup de changements dans ce domaine du jeu. Pourtant, il y a plein de choses qui apparaissent. Alors, j'ai pris cet exemple, même si aujourd'hui, ce n'est pas ludique. Par contre, lorsqu'on lit, on s'amuse, on se divertit. Le papier numérique, on en parle depuis un certain temps. Aujourd'hui, on voit des liseuses électroniques. Par contre, on attend toujours le côté souple et de retrouver les sensations du papier. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, qui existent depuis un certain temps. Maintenant, le marché n'était peut-être pas présent, mais ces technologies-là existent. On parle de plus en plus de haptique ou de ressenti. Donc la capacité finalement de ressentir ce qu'on touche. J'ai été pris à part dans une conférence, alors un peu à la même manière que la définition. C'est juste une anecdote que je vous raconte, mais j'ai fait une conférence en fait à l'INRIA où je parlais du touch, de la capacité finalement d'avoir des écrans et de toucher ces écrans. Et un des chercheurs a levé la main en me disant « mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de tactile dans ce que vous dites ?» Et il avait raison. C'est-à-dire qu'on parle de touch, on touche, mais il n'y a aucun ressenti. C'est-à-dire lorsque vous touchez une interface, on n'a pas de retour sur ce qu'on touche. Il y a beaucoup de recherches, et d'ailleurs des sociétés en fait, norvégiennes qui a démontré en fait, une tablette haptique, où on est capable finalement par des électro-vibrations de sentir en fait, une matière et de faire penser par rapport au visuel que vous voyez et par rapport au ressenti que vous avez sur les doigts, de faire une connexion en fait, qui permet de croire qu'on touche quelque chose de particulier. Alors, c'est des choses qui vont certainement arriver, qui sont en état de recherche actuellement, et qui vont prendre différentes formes et qui va donner une autre dimension. On sait aujourd'hui détecter des personnes. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des détecteurs de lumière ou des détecteurs de présence, mais aujourd'hui, on sait par l'analyse d'image savoir qu'une personne en fait, est présente dans le champ d'une caméra. Ce qui permet par exemple d'avoir des jeux où finalement vous jouez sur un terrain ici de football et vous jouez avec un ballon virtuel et puis finalement vous jouez avec des gens et c'est très collaboratif. Donc on voit que finalement aujourd'hui on a la capacité de changer en fait la manière de jouer et pas forcément d'adresser avec une console de jeu et finalement de s'adresser plus dans le monde réel de ce qu'on côtoie. Il y a des recherches et des produits qui sortent aussi sur tout ce qui est olfactif. Donc la capacité finalement de ressentir cette fois-ci une odeur. Donc associé par exemple au toucher, au contact et associé à l'odorat, vous voyez qu'on va arriver dans une dimension en fait beaucoup plus intéressante, qui rapproche beaucoup plus de la réalité que cette projection qu'on avait d'utiliser en fait un périphérique et finalement de se mettre comme un avatar à jouer dans un contexte qui est différent dans lequel on se trouve. Donc toutes ces innovations qui sont en cours vont radicalement changer des choses si elles sont transposées dans d'autres domaines, et notamment le jeu. Les richesses en fait, des stimuli humains en fait, sont très importantes. On a évidemment tout ce qui est ondes sonores, donc évidemment d'entendre, d'écouter, d'avoir de la musique, du bruit. On a la représentation, donc tout ce qui est effectivement représentation statique, photo ou vidéo, ou des dessins.
on a tout ce qui concerne la personne, les gestes, les expressions, les mouvements. Et on a tout ce qui est sensation. Tous ces stimuli pourraient être utilisés dans un cadre en fait, ludique, de jeu éventuellement. Et aujourd'hui, en fait, on maîtrise très bien la voix, même si on ne parle pas encore réellement à son ordinateur. C'est-à-dire que les technologies existent, mais je ne vois pas, à moins que quelqu'un lève la main, une personne parler à son ordinateur tous les jours, pour plein de raisons. Notamment pour ne pas déranger ses voisins, si on est au travail, mais surtout pour une raison très simple, qu'on voit maintenant un peu disparaître par des reconnaissances particulières, c'est de savoir qu'on s'adresse au système et non pas à un être humain. Donc si je parle, comment le système sait que je lui parle et non pas que je suis en train de parler à mon voisin. Donc on le voit par exemple avec notamment la Xbox, où on va dire Xbox, et on parle à la Xbox. Donc on va prévenir le système comme quoi on lui adresse la parole. Dès lors qu'il y aura d'autres capteurs qui vont comprendre que finalement vous vous adressez à un système, peut-être qu'on utilisera beaucoup plus la voix. C'est très difficile aujourd'hui de différencier est-ce que je parle à quelqu'un ou est-ce que je parle à un système. Alors il y a des recherches qui se font dans le murmure. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser la voix parler naturellement, on va murmurer ce qu'on veut dire au système. Et parce qu'on murmure, finalement on ne s'adresse pas à quelqu'un, et finalement le système sait qu'on s'adresse au système. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font sur le murmure. Tout ce qui est représentation, alors là on est très bien. On a vu notamment une dernière tablette arriver avec une résolution nettement supérieure à de la HD. Donc dans tout ce qui est restitution, on a les écrans, on a effectivement les appareils qui peuvent capter en fait, de l'information très riche. On a des périphériques qui permettent de dessiner presque naturellement comme avec un crayon. Donc c'est des choses en fait, qui sont aujourd'hui assez banales. Par contre, tout ce qui est expression corporelle, voilà, c'est encore un état de recherche. C'est-à-dire que finalement savoir que vous êtes heureux aujourd'hui de venir à cette conférence, ou savoir que vous vous ennuyez, c'est des choses qu'on ne sait pas encore capter et qu'on essaie de capter. Donc on voit par exemple des appareils photo qui existent, qui essaient de prendre la photo que lorsque vous souriez. Ça peut poser quelques soucis quelquefois, parce que mais voilà, c'est des tentatives qu'on essaie de faire, d'essayer de faire la bonne photo. Tout ce qui est gestes sont des choses qui sont nouvelles. On a parlé de Xbox, je vais en revenir dessus. Vous faire un signe, ce signe n'aura de sens que dans la culture dans laquelle nous sommes. Il y a des signes que je peux vous faire qui seront positives et puis dans un pays qui seront négatives. Donc voilà, mais par contre, pouvoir désigner, pouvoir faire des gestes sont des choses qui sont encore en tête de recherche et qui peuvent avoir en fait d'autres débouchés. Et tout ce qui est sensation, comme je vous l'ai montré dans différents slides, c'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche sur l'odorat, on fait de la recherche sur le ressenti. Et finalement, c'est des choses qui ne sont pas encore matures, mais qui vont arriver dans les années qui viennent. Alors du coup, ça ouvre des nouvelles perspectives. Et il y a une chose intéressante, c'est qu'on est en train de passer du périphérique qu'on manipule, qui finalement devient une interface par rapport à l'interface elle-même que je manipule. Donc ça, c'était le cas de la souris, par exemple, à une interface qui est beaucoup plus directe, comme le tactile. Donc cette fois-ci, on n'essaye plus de pointer une information, mais on va toucher directement l'information, ce qui est déjà beaucoup plus naturel, à une interface qui est en pleine effervescence en ce moment, qui est le sans contact. Donc du coup, de ne pas toucher l'information, mais plutôt la désigner ou faire un geste pour en fait essayer de la manipuler. Alors, entre nous, ça a quand même des vertus, parce que le tactile, par exemple, qui est quand même nettement mieux que le clavier, notamment dans les milieux hospitaliers, c'est pourtant une aberration, parce qu'en fait le clavier c'est un nid de poussière, le tactile en fait est un moins nid de poussière, mais par contre on continue à le toucher, et du coup le côté hygiène n'est toujours pas présent. C'est une des raisons pour lesquelles en fait la voix ou les gestes en fait ont beaucoup de champs du possible, ne serait-ce que pour l'hygiène. Bon. Donc c'est vraiment important de comprendre que finalement, il va y avoir une rupture qui va se faire, parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que le tactile, il n'y a pas de grammaire pour le tactile. C'est-à-dire, à part faire ça, avec deux doigts ou avec deux doigts de la même main, que tout le monde pense pouvoir, qui pour tout le monde aujourd'hui signifie agrandir une photo, il n'y a pas d'autres gestes, peut-être le flic, il n'y a pas vraiment de grammaire. C'est-à-dire que par une utilisation, en fait c'est évidemment Apple qui a démocratisé ce geste, mais ce n'est pas Apple qui l'a inventé, tout le monde s'est mis à faire ça pour zoomer une photo.
Alors, entre nous, le plus simple pour zoomer une photo, c'est de se rapprocher ou s'éloigner de la photo. Mais du coup, on a transposé cette interaction voilà, avec ce geste qui va rester ancré pendant des années, alors que d'autres gestes existent. Hein. Il y a des constructeurs qui s'étaient amusés à faire des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens pour zoomer, dézoomer. Donc voilà, c'est des choses qui existent, mais il n'y a pas encore vraiment de grammaire, mais il y a des grammaires qui se sont installées. Et bien, sans contact, pour l'instant, il y a 0 grammaire. C'est-à-dire qu'à part des gestes connus, comme je vous dis bonjour, il n'y a pas vraiment de gestes, et donc il y a un champ en fait, d'exploration en fait, assez énorme. Et on a vu ces premières ruptures apparaître avec par exemple la Wii, qui, même si on utilisait finalement un périphérique, permettait de simuler un geste. Alors la chose intéressante que je retiens de la Wii ou de la Sony Motion, c'est la capacité à prendre, à s'approprier l'interface. Et j'ai volontairement pris ces 3 photos pour montrer 3 types d'usages. Entre l'enfant et les personnes âgées, eh ben, finalement, le champ d'interaction est très vaste. Tout le monde est capable d'utiliser ce genre de périphérique. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette approche du sans contact, parce que finalement, on va essayer de reproduire des gestes qu'on a déjà appris. D'où le côté naturel de l'interaction qu'on va apporter. Alors évidemment, David a parlé de Xbox. Xbox apporte encore une étape supplémentaire, qui est de dire finalement, on n'utilise plus de périphérique. Au-delà du fait de ne plus utiliser de périphérique, quelque chose à laquelle personnellement je milite, c'est-à-dire que si vous me dites dans 20 ans comment vous voyez votre monde numérique, ben moi mon monde numérique c'est de ne plus voir d'ordinateur, plus d'avoir de portable sur moi, plus d'avoir de tablette ou de ce genre de choses, parce que finalement j'ai besoin de tout ça pour tous mes usages, mais je préférais utiliser finalement des supports qui seraient mis à ma disposition. Donc du coup je milite pour le fait de ne pas avoir de périphérique sur soi. Et au-delà de ne pas avoir de périphérique sur soi, qu'est-ce qu'apporte finalement Xbox? C'est effectivement, comme David le disait, d'utiliser tout son corps. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte et de l'interaction qu'on souhaite avoir, ben on va peut-être utiliser la main, peut-être utiliser la tête, peut-être utiliser les pieds, les jambes. Voilà, vous allez pouvoir utiliser tous vos membres pour pouvoir interagir. Ce qui finalement a créé cette effervescence dans le monde notamment des hackers d'abord, puis de la recherche, ou les deux en même temps, où finalement on se cherche sur les capacités qu'apporte finalement une caméra de type Kinect. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans une Kinect. C'est-à-dire que finalement, c'est que des technologies qui existaient depuis bien longtemps. On a quoi? On a une caméra classique, une webcam, qui n'est pas forcément de très bonne qualité, même dans la version entreprise. Une caméra infrarouge, donc en fait on vous bombarde d'infrarouge, et puis, pardon, on a l'aide infrarouge qui vous bombarde d'infrarouge, et une caméra qui lit cette information. Et finalement, cette caméra infrarouge, elle va recevoir une information qui va être différente en fonction de la longueur d'onde et du coup la distance qu'a parcouru l'infrarouge. Ce qui va finalement faire ce qu'on appelle nous une image de profondeur, c'est-à-dire que chaque pixel d'une image aura une distance. Ce qui est complètement différent d'une webcam par exemple, qui vous donne une image pour laquelle on va faire une analyse d'image, à savoir est-ce qu'il y a une main, est-ce qu'il y a une jambe, est-ce qu'il y a une tête, etc. Mais qui ne vous donnera pas la distance entre finalement la main et l'épaule. On va déduire que finalement, parce qu'il s'agit d'une main et que cette main est en fait mise en avant et non pas sur le côté, qu'elle est devant l'épaule. Alors que l'image de profondeur, elle vous apporte cette information comme quoi ce doigt ou cette main est bien devant l'épaule. Et du coup, si on ouvre une Kinect, il n'y a pas grand-chose dedans. Bon, il y a beaucoup d'intelligence et beaucoup de propriété intellectuelle, mais malgré tout, il n'y a pas beaucoup d'électronique. Et voilà ce qu'elle remonte de manière très basique. Donc 3 choses. La première chose, c'est une image classique qu'on appelle RGB. La deuxième, cette fameuse image de profondeur qui donne des couleurs à des pixels et du coup donne une distance à un pixel. Et puis une information audio. Et finalement, voilà les seules informations qu'une Kinect en fait est capable de comprendre. Du coup, ces informations sont quelque part travaillées par le système. Et aujourd'hui, il faut juste savoir que la Kinect est capable de détecter 6 personnes dans son champ de vision. Juste savoir qui est 6 personnes. Et par contre, d'en traquer, c'est-à-dire de suivre 2 personnes en simultané et d'avoir une notion de flux spatial du son qui permettrait par exemple de détecter qu'une personne parle, qu'elle bouge et de savoir où elle se trouve dans l'espace. Voilà en gros ce que permet Kinect. Et c'est de ça que finalement on va dériver plein d'expériences. Quand on parle de traquer une personne, voilà ce que ça signifie exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la caméra et l'analyse qu'on a de l'image, à la fois de RGB et de profondeur, permet de vous remonter 20 points du corps humain.
Donc en fait, la caméra en permanence est capable de vous dire où se trouve le poignet, où se trouve l'épaule, où se trouvent les hanches, où se trouvent vos jambes. Voilà ce que remonte la caméra. Par contre, si vous faites ne serait-ce que ce geste, le système ne sait pas que vous avez fait un geste. En fait, il a suivi le point depuis son départ jusqu'à l'arrivée, puis jusqu'au retour. D'où le fait d'avoir effectivement beaucoup de travail à faire, c'est ce que font les hackers et les chercheurs, à essayer de faire en sorte de comprendre ces gestes de la manière la plus naturelle possible. Du coup, la manette n'étant plus utile, on peut se mettre à rêver de ce que vous avez vu en fait dans certains films, tels que Minority Report. Alors c'est étonnant parce que lorsqu'on parlait du touch, tout le monde nous pointait Minority Report à l'époque, alors que Tom Cruise dans la cinématique ne touchait rien. Mais tout le monde associe le touch à ce film. Alors maintenant que Kinect est présent, on va pouvoir remettre les choses à leur place. Tom Cruise ne touchait pas l'information, il pointait l'information. Et il faisait des gestes. Et quand je vous disais qu'il n'y avait pas de grammaire, lorsque on voit l'acteur en fait manipuler, tout paraît très réel. C'est-à-dire qu'il fait bouger des images, il les agrandit, il parcourt le temps. Il lui a fallu quand même une semaine d'apprentissage pour faire croire que ces gestes puissent exister. Donc il y a de l'apprentissage à faire, en tout cas lorsque vous voyez ce film. Alors il y aurait plein d'expériences à vous montrer sur Kinect. On fait plein de choses, comme disait David, on pilote des robots, on va en fait analyser la voix et les gestes pour faire des interactions. Donc c'est très intéressant parce que finalement on va redécouvrir une façon différente alors de faire de la musique. Là, c'est plutôt le côté artistique qui a été montré, avec uniquement des gestes et d'interagir à distance. Et c'est assez surprenant parce que cette œuvre est exposée, je crois, à Strasbourg en ce moment. Mais vous avez 20 bols, vous en pointez un, mais réellement, et vous touchez le bol. Ce qui montre en fait une certaine précision qu'on peut atteindre avec ce genre de périphérique. Et nous-mêmes, en fait, dans nos expériences, on s'est amusé à faire un miroir interactif. Alors, ce miroir, en fait, il est plus classique, c'est-à-dire que c'est des choses qui existent depuis un certain temps dans les hôtels de luxe, où en fait, on prenait l'habitude de cacher les télévisions derrière un écran en fait sans teint. À une époque, c'était parce que les télés étaient grosses et pas belles. Aujourd'hui, elles sont devenues même des objets d'art pour certains types de télé. Et nous, en fait, on a repris ce concept qui est de cacher finalement un écran derrière un miroir, mais on a rajouté une interaction via Kinect pour pouvoir interagir à distance et ne pas toucher le miroir. Donc si vous faites une recherche sur Internet, vous verrez qu'il existe plein de miroirs magiques, mais surtout tactiles. Donc c'est un des rares miroirs à ne pas être tactile et justement d'exploiter le fait de pouvoir être dans un contexte. Vous avez un miroir, s'il se trouve dans la salle de bain, c'est parce que vous venez peut-être le matin pour vous brosser les dents ou pour vous raser ou pour vous maquiller. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est juste en fait détecter la personne, détecter son contexte. Donc par exemple, c'est le matin, c'est un jour ouvré, et ben on va lui montrer son agenda de la journée. L'information apparaît dans le miroir. Vous vous maquillez par exemple, et en fait d'un simple geste, vous allez passer de créneau horaire en créneau horaire. Alors ça, c'est un miroir qui a été exposé dans une chambre Novotel, en fait, qui était une chambre en fait, éphémère pendant 3 mois, et on a eu beaucoup de retours justement sur l'utilisation et l'interaction avec ce miroir. Voici un des exemples voilà, où on a essayé de rendre naturelles les interactions. Alors je vais juste vous la décrire. Faire ce geste pour passer une information à une autre, ça paraît très simple, mais comme pour la voix, c'est très compliqué de savoir quand est-ce que je m'adresse au système et quand est-ce que je commence un geste. Donc du coup, juste pour vous donner une petite idée du travail qui a été réalisé, c'est qu'on a modélisé la personne en 3D. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de prendre juste le poignet qui bouge, on a fait un modèle physique de la personne en 3D. Lorsque vous vous mettez devant une Kinect, Kinect vous tracte, donc ça veut dire qu'il remonte 20 points de votre corps. Du coup, ça nous permet de connaître la morphologie de la personne. Et ça, c'est important parce que si, par exemple, je suis très grand, l'amplitude de mon bras va être beaucoup plus importante que si je suis très petit. Donc, du coup, c'est important pour nous de modéliser en fait, la personne en fonction de sa morphologie. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est de dire il faudrait qu'on puisse détecter qu'il m'adresse et qu'il est en train de faire un geste, il est en train de fouetter entre guillemets l'information pour passer d'une information à une autre. On a imaginé un cube, et finalement, lorsque le bras va traverser ce cube, en fait, on sait qu'on s'adresse au système. Et on se sert de la morphologie pour que finalement ce cube soit placé de manière proportionnelle à la taille de la personne et non pas systématiquement à une certaine distance, parce que moi étant petit, je serais peut-être comme ça à toucher ce cube virtuel. Ce qu'on a fait aussi, c'est que le bras en fait ne va pas de manière linéaire. Le bras en fait est circulaire. Donc du coup, c'est pas réellement un cube, c'est
plutôt un cylindre qui permet finalement de détecter qu'on reste en fait dans une portion en fait de l'espace. Donc voilà en gros le travail qu'il a fallu pour ne serait-ce que détecter qu'on fait un geste. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est la raison pour laquelle la recherche travaille beaucoup dans ce domaine. David a montré en fait la vidéo de KinetEffect, donc je vais que réargumenter en fait certaines vues. Et du coup, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'expériences, ne serait-ce que dans l'éducation, de pouvoir manipuler des molécules en 3D ou ce genre de choses. Alors nous-mêmes, on a fait ce type d'expérience, mais j'ai malheureusement pas le droit de vous le montrer. Mais on a fait une interface modale, c'est-à-dire que imaginez une zone critique où vous êtes en combinaison pour des questions de sécurité. Donc vous avez des gros gants, un gros casque. C'est impossible d'enlever ces gants pour manipuler sur un clavier. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est une interface modale qui permet d'avoir un mur tactile, où vous venez vous manipuler l'information. Une fois que vous avez positionné certaines informations, vous reculez, vous allez par exemple sur une paillasse manipuler des produits un peu dangereux, et d'un geste, vous allez en fait continuer le processus ou passer à une étape différente sans avoir à vous déplacer. Et en cas d'urgence, on a rajouté la voix pour alerter une personne, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide pour finalement interagir, c'est de dire quelque chose. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on voit de plus en plus apparaître et dans le monde de l'industrie, où finalement ce côté jeu initialement a été transposé et finalement on a apporté une rupture dans la manière de travailler, d'interagir avec ces outils. Le milieu médical, c'est une évidence, de ne pas toucher, c'est très important. Donc il y a un champ en fait énorme et aujourd'hui, ne serait-ce que pour nos expériences dans le monde de l'entreprise, on s'inspire beaucoup des interfaces des jeux sur Xbox. Donc on regarde finalement ce qui a été imaginé dans les jeux et on le transpose tant que possible dans un monde en fait industriel. Alors dans l'apprentissage, sauf que personnellement je ne crois pas trop à ce genre de vision parce que jouer au piano sans avoir de retour, ça peut être compliqué. Mais il y a plein de domaines où effectivement simuler un geste et vous dire que vous faites le bon geste est important. Et notamment dans tout ce qui est rééducation. Donc de pouvoir finalement vous donner un retour à ce que vous faites le bon geste et d'utiliser une approche beaucoup plus ludique et beaucoup plus visuelle pour vous donner cette information paraît effectivement une bonne voie. Et une dernière chose, c'est effectivement dans tout ce qui est global dans les exercices, mais en gros, imaginez un miroir tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, interactif, placé dans une maison de retraite, où finalement vous allez reconnaître les personnes et les inviter à faire des gestes de motricité. L'acceptation est beaucoup plus simple que d'avoir un vrai ordinateur où il va falloir rentrer dans un système et où finalement on va dans l'inconnu. Là vous êtes devant un miroir, vous vous voyez et on vous amène de l'information complémentaire par rapport à ce que vous voyez. Donc c'est une raison pour laquelle on croit beaucoup à ce genre d'interaction. Voilà pour la présentation.